Donc, bienvenue à la conférence Pause durable. Celui-là qui est aujourd'hui, donc le 14 novembre à 16 heures, traite du sujet autonome en énergie, un futur pas si lointain, avec Pierre-Antoine qui est là d'Atelier 21. Les acteurs du Paris durable, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dispositif qui date de 2010, qui est de la ville de Paris, pour faciliter, favoriser les initiatives et les actions des acteurs parisiens. Donc quand je parle d'acteurs, je parle d'entreprises, d'associations, de collectifs d'habitants, de conseils de quartier par exemple, ou même de simples citoyens à l'échelle d'une personne. Toutes ces personnes-là qui veulent œuvrer pour rendre un Paris plus durable par leurs actions, des ramasses de déchets, des projets de végétalisation, par exemple des conseils d'habitants qui veulent faire verdir leur arrondissement, des choses comme ça, et des entreprises qui veulent se réunir pour voir comment ensemble ils peuvent faire quelque chose de plus durable dans leurs entreprises, réduire leurs impacts écologiques. Nous sommes là pour les aider par plusieurs moyens. Donc tout d'abord, il y a le site des acteurs du Paris durable, vous avez l'adresse juste au-dessus. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend une actualité, donc ce sera plein d'articles que des inscrits au site pourront écrire, mais nous aussi. Donc vous aurez souvent des appels à projets, vous aurez des gros spots de projection, de projecteurs sur certains des acteurs ou même des articles qui eux auront écrit. Vous aurez des événements que nous posterons et que aussi les acteurs qui se sont inscrits ont posté. Donc en fait, pour devenir acteur, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire sur le site, ça marche comme un mini réseau social où vous pourrez poster du coup vos événements et vos actualités en rapport avec les thématiques des acteurs du Paris durable, donc l'environnement, la transition écologique, l'agroécologie, etc. Et vous avez aussi des fiches pratiques, donc dans l'onglet au-dessus, pour avoir par exemple comment devenir éco-volontaire et des choses comme ça. Donc ça, c'est un site participatif, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter qui permettra de recevoir par mois comme tous les événements qui aura lieu à la Maison des acteurs du Paris durable ou à l'extérieur ou mis en avant par notre réseau. Et vous avez aussi un lieu qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable, qui est actuellement fermé pour confinement, mais qui comprend une grande salle au rez-de-chaussée qui comprend des conférences gratuites ouvertes au public, qui est en journée, le soir et aussi parfois le week-end, qui peuvent aller de la résilience en ville à par exemple, manger plus localement, plus durablement, la consommation. Parfois, il y a des trocs aussi de livres et de vêtements. Donc, il y a vraiment plein de sujets différents, dont l'écoféminisme aussi. Et au-dessus, vous avez trois salles, des anciennes salles de classe qui servent de salles pour des ateliers, des formations, qui sont aussi ouvertes au public. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour pouvoir vous tenir au courant de tous ces événements-là qui se passent à la Maison des acteurs du Paris durable. Les acteurs du Paris durable, c'est aussi un réseau d'entraide où nous, animateurs, nous sommes là pour créer des événements pour que les gens puissent se rencontrer autour d'une même problématique. Par exemple, ça peut être un projet au stade embryonnaire, mais aussi un projet très bien construit. Par exemple, j'ai écrit comment consommer durablement, comment construire durablement, comment sortir du cercle des convaincus entre les associations, les entreprises, mais surtout les associations d'éducation à l'environnement, par exemple, comment attirer de nouvelles personnes qui ne sont pas du tout ouvertes au sujet de l'écologie ou de l'environnement dans son ensemble, peuvent être intéressées par nos conférences, des choses comme ça. Comment se faire connaître dans le réseau? Et en fait, ce réseau d'acteurs du Paris durable est là pour s'entraider et répondre aux questions des uns et des autres. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai créé le format pause durable qui s'appelait avant pause goûter, qui est un format de conférence de moins d'une heure qui met en avant le projet d'un de nos acteurs de notre réseau et qui le partage au grand public. Donc le premier était en juillet, il s'appelait pause goûter, comment créer une jungle comestible sur son balcon en compostant. Et donc, c'est un format de conférence en ligne, puis ensuite c'est écrit en actualité avec la rediffusion, et c'est mis ensuite sur notre YouTube Acteur Paris Durable. Donc cette conférence-là est filmée. Donc la semaine prochaine, le 25 novembre à 18 h, vous avez la ferme de Paris qui nous présente le poulailler.
comme moyen de réduire ses déchets pour la semaine de réduction des déchets. Et donc la pause durable s'intitule Pour réduire ses déchets, pensez au poulailler. Ce mois de novembre, nous avons 3 événements. Donc la semaine dernière, nous avons Gara qui présentait la construction écologique, qui est actuellement en retravail pour la rediffusion sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez donc Pierre-Antoine pour l'autonomie en énergie avec Atelier 21 et à la fin du mois, vous aurez la ferme de Paris pour la réduction des déchets avec un poulailler. Donc maintenant, je vais laisser place à Pierre-Antoine et lui donner du coup le droit de partager son écran. Alors, bienvenue chez Atelier 21 pour une petite heure pour vous présenter tous nos différents projets qui sont assez nombreux, comme vous pouvez le voir à la fois sur ces images et sur notre petit écosystème à gauche. Atelier 21, c'est une association qui a été créée à Paris en 2015, mais qui découle d'un projet beaucoup plus ancien qui a maintenant 20 ans et qui s'appelle le Solar Sound System. C'est à l'origine euh, un projet parti de Suisse qui vise à faire de la sensibilisation et de la recherche sur les énergies renouvelables en général. Et cela nous a amené à faire beaucoup de choses tout au long de ces années. Alors, les premiers projets qu'on a d'abord menés, c'est Smart Grid Brains et Egal. Smart Grid Brain, c'est un projet de recherche qui va porter sur les smart grids, qui sont tous les outils technologiques de domotique qu'on est en train d'ajouter au quotidien dans nos différentes maisons du futur et qui pourtant, en fait, selon les résultats de notre recherche, en fait, ont à la fois des failles et évidemment certains avantages qui sont beaucoup développés, comme notamment la possibilité de réduire sa consommation. Mais nous, voilà, on a voulu montrer un petit peu une étude critique là-dessus. Donc, c'est un site internet qui est toujours accessible en ligne et qui est assez impressionnant par l'étendue de la recherche qui est dedans et, et aussi par son fonctionnement. Donc, je vous invite à aller le visiter. J'en parlerai pas plus aujourd'hui que ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Égal, c'est un petit peu pareil. C'est un projet, pour le coup, sur la question de la précarité énergétique des locataires. Et là-dessus, on s'adressait plutôt à la fois dans le cadre d'un cercle de réflexion avec la Cité du Design euh, et en même temps, donc pour trouver la première, le cercle de réflexion, c'était pour trouver des solutions d'urgence pour s'isoler et isoler son logement. Et la deuxième partie de la réflexion, c'était essayer de faire avancer notre projet, c'est-à-dire égal, qui signifie euh, énergie garantie aux locataires, à savoir un projet de loi qu'on avait proposé qui signifiait que les propriétaires devaient garantir un certain niveau d'énergie et de chaleur, de confort thermique à leurs locataires, sans quoi ils devaient payer une partie de l'énergie dépensée par le locataire sur le site. L'idée étant justement à la fois euh, d'avoir une position incitative et en plus, évidemment, d'avoir des solutions en étudiant le design par les usages pour trouver comment isoler au mieux son logement. Et donc tout ça avait été mené à la fois avec des designers, des thermiciens, des ingénieurs, euh, de la Cité du Design et de notre réseau à nous. Ensuite, découle de ce projet une action qui s'appelle Act for Energy Poverty, qui est un workshop des étudiants par les étudiants, parce que les étudiants sont une population très touchée par la précarité énergétique, c'est-à-dire quand vous dépensez trop d'énergie par rapport à la taille de votre logement. Et voilà, donc comme c'est des gens qui sont à la fois très touchés par ça et en plus qui ne touchent pas, par contre, le chèque énergie parce qu'ils sont souvent encore sur le foyer fiscal de leurs parents, on a pensé qu'il était très important de créer dans les classes, notamment auprès des étudiants en design et des écoles d'ingénieurs, des ateliers pour leur permettre de trouver eux-mêmes des solutions et pour les diffuser soit sous la forme de tutos, soit sous la forme
d'autres enfin, d'autres applications que je vous décrirai un petit peu après. Ensuite, on a toute la partie Solar Sound System, Juice Energy Bar et Solar Sound Radio, qui sont un petit peu notre tête de file, hein. C'est grâce à ça qu'on gagne un peu d'argent et aussi grâce à ça qu'on fait connaître nos projets. La radio est une radio en ligne qui est accessible du coup sur le site internet solar de radio3s.org. Et c'est une radio dont l'hébergeur internet est entièrement alimenté aux panneaux solaires. Donc, ce qui fait, a priori, ça fait longtemps qu'on l'a lancé, mais maintenant, on pense qu'on était la première radio à avoir été hébergée uniquement grâce au soleil. Enfin, on a un projet de recherche participatif qui s'appelle Paléo-énergétique, d'où a découlé un projet sur les recherches sur les piles alcalines qui s'appelle Regenbox. Et évidemment, la station E, qui est un petit peu le point phare de notre réunion aujourd'hui et dont je vais vous parler plus avant, juste après. Notre partenaire principal de l'association, c'est la Fondation Schneider Electric. Alors, à votre avis, combien est-ce qu'il faut de vélos pour faire fonctionner notre système son? On a un système son qui lâche 2 kg de son, 2 kilowatts de son en live. Et donc, selon vous, est-ce qu'il faut 4, 2 vélos ou un seul vélo pour réussir à faire marcher un système pareil? Donc pour l'instant, tout le monde part sur 2. Ah, est-ce que c'est avec soleil ou pas? On comprend le soleil ou juste le vélo? Alors, sans Très bonne soleil, hein, question. là. D'accord, sans soleil. Mhm. Alors, moi, je dirais 2. Mais bien évidemment, j'ai pas les réponses. 2 kilowatts est égal à 10 vélos. Bah justement, la réponse, je pense qu'elle sera donnée à pleine balle. Donc pour l'instant, c'est soit 2, soit 4. D'accord. Alors, D'accord. c'est plutôt 2, en fait. Nous, on a fait notre système son, le Solar Sound System, que vous voyez jusqu'ici, juste ici, qui est un triporteur qu'on a un petit peu amélioré, puisque le toit du triporteur, quand on le soulève, c'est un panneau solaire, et devant, on va dérouler 2 vélos. En moyenne, on peut en amener 4 si on doit durer plus longtemps. Et par contre, on a des batteries, évidemment, qui peuvent alimenter le système son. Mais pourquoi 2 vélos? Tout simplement parce que, en fait, on a testé le système avec 2 platines, un contrôleur et nos enceintes allumées, et 100 mètres de batterie, en mettant juste les vélos. Donc c'est un peu épuisant parce qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter, sinon les platines ralentissent, hein, et voire s'arrêtent, et le son baisse, évidemment. Mais ça suffit à faire fonctionner ça, et c'est sur cette base, en fait, qu'on s'est dit, mais alors si on réussit à faire fonctionner notre système juste comme ça, si on met des batteries et qu'on pédale en permanence, alors la batterie va jamais descendre. Et donc, grâce à ça, on a développé ça, plus des panneaux solaires pour s'assurer un petit peu pendant la journée. Et grâce à ce système, on a réussi depuis 20 ans, puisqu'on a lancé ça en 99 à Lausanne, à développer toutes sortes de projets musicaux avec plein d'artistes différents et à faire connaître un petit peu le projet un peu partout, euh, que ce soit dans des très beaux lieux comme dans les quartiers. Et vraiment, c'est un projet qui est assez porteur et qui nous permet en fait de se développer un peu partout, sachant qu'on a créé ça à Lausanne en 99 et qu'on a laissé une association sur place continuer le travail. On est parti à Paris en 2015 et que depuis, en fait, on a ouvert des antennes à Paris, à Tel Aviv, au Pays Basque, à Lausanne, à Hong Kong et à Berlin. Tout ça nous mène un peu partout à travers le monde. À chaque fois, on crée une nouvelle machine et on la laisse avec une équipe sur place qui permet un petit peu de continuer à développer le projet, continuer à ouvrir les choses. Et puis, chaque antenne également rapporte une partie de ses dividendes, puisque évidemment nos prestations sont payantes, à l'antenne parisienne qui, elle, mène les projets de recherche. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut vachement essaimer de projets et on croule sous les demandes de personnes qui voudraient en ouvrir un quelque part, un peu partout dans le monde et aussi en France. Donc, c'est vraiment positif à ce niveau-là.
Et voilà, voilà. Alors, je te J'espère que ça redemande. va, ça vous a donné un petit peu de joie et de bonheur par cette belle Alors déjà, journée. il y a une petite question, c'est est-ce que ce concept est utilisé dans les salles de sport? Alors, c'est un projet qu'on aurait beaucoup aimé lancer dans les salles de sport. En effet, on a pas mal d'idées là-dessus depuis quelques années. On n'a malheureusement jamais eu l'occasion pour l'instant de le lancer, mais on verra bien parce que là, on est sur un nouveau lieu en ce moment dans le 13e arrondissement. Et il serait possible qu'on mette, qu'on mette en application cette idée de salle de sport à énergie solaire. Nous, notre idée à nous, ce serait que si les gens pédalent, ce serait en fait la seule salle de sport où tout simplement le tarif serait dégressif en fonction du nombre de personnes qui viennent, du nombre de fois où vous venez. C'est-à-dire que si vous venez seulement une fois par an, bah, ça vous coûtera plus cher que si vous venez tout le temps, parce qu'en en fait, on dégressivera le tarif en fonction, on dégraissera le tarif en fonction du nombre de kilowattheures que vous pourrez amener dans nos batteries en pédalant ou en faisant d'autres systèmes électriques. Alors, il y a déjà eu un projet comme celui-ci qui a été développé dans une salle de sport, je crois, aux Pays-Bas, mais je ne sais pas si ça existe déjà à Paris. Je pense pas encore. Ou alors c'est juste des trucs qui font alimenter les télés en face. Il n'y a pas il y a pas d'idée de récupérer l'énergie vraiment. C'est juste une idée d'utiliser directement l'énergie. Voilà. Euh, voilà, donc là, ça c'est un petit peu du coup tout ce grand projet Solar Sun System. C'est ça qui nous permet du coup de mener nos projets de recherche. Et voilà le premier projet de recherche qu'on mène actuellement qui s'appelle Paléo énergétique. Euh, C'est un programme qui recherche les anciens brevets des énergies renouvelables. Et donc, pour commencer, première question, à votre avis, à quoi carburait ce missile à roulettes qui s'appelait la Jamais Contente et qui a été la première voiture à dépasser les 100 km/h en 1899? Je sais pas. Alors, je Euh, vois gaz de bois, électricité. moi, j'aurais dit hydrogène. Eh ben non, malheureusement, c'est pas encore l'hydrogène, ou heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais avec l'hydrogène, ça peut exploser. C'était grâce à l'électricité qu'elle a poussé jusqu'à 100 km/h, et probablement aussi à son aérodynamisme d'avant-guerre, quoi. Mais assez magique, en fait, de découvrir plein de choses à partir du moment où on a donné un petit coup de pied dans la fourmilière en se disant, c'est pas en 1970 qu'on s'est rendu compte avec le GIEC qu'il fallait faire de l'énergie renouvelable. Depuis le début, il y a des gens qui y réfléchissent et des gens qui essayent de faire des choses avec l'énergie électrique, avec l'énergie du vent, et même bien avant qu'on se mette à faire du charbon ou encore plus du pétrole. Et qui connaît cette histoire? Qui la sait? Au final, on avait très peu de documentation dans l'historiographie et dans l'histoire des techniques. On n'a pas beaucoup de thèses qui ont été faites sur le sujet. Et on s'est dit, c'est peut-être pas du côté des chercheurs, curieusement, qu'il faut aller chercher, mais c'est plutôt du côté de la population tout entière, parce que qui n'a pas eu l'histoire de son grand-oncle dans son garage qui faisait quelque chose, qui construisait des machines, qui n'a pas le souvenir de toutes ces choses qui auraient pu disparaître ou être un peu enterrées, ou des gens qui ont laissé des inventions sans jamais y croire eux-mêmes dans leur garage. Voilà toute la question qu'on essaye de creuser. Et en fait, on est tombé sur une mine d'or. On a maintenant plus de 300 inventions. Je crois qu'il y en a 150 qui sont sur le site internet paléoénergétique.org et un site qui se déroule sous la forme d'une frise chronologique qu'on va reproduire ensuite dans nos expositions parce qu'on fait des expos, des conférences avec ce projet. Euh, L'idée, c'est que chaque personne qui nous a apporté une invention, son nom est en dessous de l'invention, avec écrit exhumé par un tel. Et simplement, l'idée est vraiment de montrer que on a plein de gens qui peuvent connaître des choses et qui peuvent apporter des choses encore. Et il y a plein de choses qu'on aurait pu oublier et grâce à ça qu'on fait ressortir. Donc nous, on est très fan de ces images-là, notamment par exemple, ce que vous avez juste à droite du logo paléoénergétique.org, c'est un concentrateur solaire
qui a été créé vers la fin des années 1800, début des années 1900. C'est du cuivre. La concentration solaire va taper dans le tube en verre noir qui est au centre de la parabole. Et dedans circule de l'eau qui va alimenter une machine à vapeur et imprimer des journaux. Donc la scène se passe au jardin des Tuileries et littéralement, ils ont imprimé à 100 exemplaires un journal juste grâce à l'énergie du soleil. Donc ça, c'était assez amusant. Ce genre de projet-là, on en a découvert de très nombreux. On a vu aussi plein d'autres choses, hein, comme le fait que Porsche avait sorti sa première voiture en, en- en électrique et la seconde était une hybride. Donc voilà, quand on voit aujourd'hui ce genre de grandes firmes dire qu'elles passent à l'électrique, en fait, ça me fait bien rigoler parce que non, ils ont commencé à l'électrique et ils auraient mieux fait d'y rester probablement. On découvre plein de choses comme ça et on découvre aussi des choses très importantes, que ce soit au niveau de l'énergie éolienne, de solutions pour l'eau, de solutions pour l'électricité, de solutions pour le stockage d'énergie, de solutions pour utiliser l'énergie marémotrice, etc., etc. Et donc tout ça, bah, on le compile, on ne veut pas l'oublier, et en fait les chercheurs eux-mêmes nous remercient pour ça aujourd'hui. Ils l'ont d'ailleurs fait plusieurs fois, et notamment dans notre livre en fait, parce que grâce à ce projet, on a été contacté par Bucher-Chastel, qui est un éditeur français, qui nous a demandé du coup de sortir un livre là-dessus, et on l'a sorti, ça s'appelle Rétrofutur. Et depuis sa sortie il y a 4 ans, 3 ans maintenant, on a publié le livre d'abord en japonais, puis ensuite en anglais. Là, on l'a sorti en anglais simplement en août dernier. Et il est en train d'être publié. Et du coup, ceux qui ont bénéficié euh, du, euh, du crowdfunding vont bientôt recevoir leur premier livre, soit en papier, soit en version Internet. Voilà. Ça, c'est pour le projet paléo-énergétique. N'hésitez pas à me reposer d'autres questions là-dessus après. Moi, je suis obligé de passer un peu plus vite sur ces projets-là parce que c'est pas celui-là qu'on vient parler tout de suite et pourtant, c'est très lié. Du projet paléo-énergétique, en fait, on a découvert que dans les années 1980, un certain Karl Kordech, qui est pas n'importe qui puisque c'est un électrochimiste qui a créé les piles de la mission Apollo, a développé un brevet pour régénérer les piles alcalines. Les piles alcalines, c'est encore un gros sujet. On aurait tendance à penser que c'est un petit peu surfait, mais en fait, à votre avis, combien de piles on jette en France et quel est leur taux de recyclage? Moi, je dirais la première réponse 50 000 tonnes et 30% recyclés. Pour l'instant, les gens partent sur du 30 000 tonnes. Réponse 1 aussi. Mhm. Ah, je vois les réponses qui s'affichent. Il y a des 5 premières. En gros, on a surtout première réponse et 3000 tonnes. Mhm. Et il faudra, oui, expliquer Alors, aussi comment tu calcules bien le sûr, taux de recyclé. Moi, bien sûr. ouais, Alors ça, là, je m'appuie sur des chiffres qui ont été sortis sur une étude récente, enfin, et surtout sur le travail du journaliste du Monde qui est venu nous interviewer à ce sujet et qui lui avait trouvé d'autres chiffres que ceux que nous on avait trouvés, donc on s'est rabattu sur les siens. d'accord, 30 000 tonnes, c'est le chiffre en 2017 du nombre de piles qui a été jeté, d'accord. qu'on estime avoir jeté, et seulement 45% de celles-ci ont été recyclées. Et ce qui fait de nous un mauvais élève à l'échelle de l'Union européenne, euh, en partie parce que même certains pays, comme la Pologne, sont eux à 40, enfin, presque à 60%, quoi. Voilà. Donc c'est assez mauvais. Et en plus de ça, pour nous, euh, on, on augmente la part du marché des piles en France chaque année. C'est-à-dire que il y a quelques années, c'était encore 17 piles par an. Aujourd'hui, on en est à 24 piles par an et par Français. Ça fait énormément de piles. C'est en augmentation notamment à cause des jeux pour enfants, mais aussi pour beaucoup, beaucoup d'autres petits objets qui fonctionnent grâce aux piles. Et énormément, pour ceux que j'ai vu qu'il y avait des gens dans le spectacle vivant,
Vous le savez sûrement, si vous cherchez des piles à recycler, il suffit d'aller dans un théâtre, hein, parce que c'est là qu'ils en dépensent le plus, dans les théâtres, dans les salles de conférence. Un micro, c'est 4 piles et on utilise ces 4 piles pour une seule représentation à chaque fois pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et du coup, ça fait énormément de piles jetées. Et donc, c'est des sujets sur lesquels nous, on s'intéresse. Surtout qu'on a découvert, du coup, qu'elles étaient rechargeables. Parce que les piles alcalines, tout le monde savait et pensait qu'elles étaient jetables à tel point que, pour éviter que les gens les mettent dans les chargeurs de piles rechargeables, il avait été écrit dans la loi européenne qu'il est interdit de dire qu'elles sont rechargeables. Or, c'est un peu tout le contraire. Nous, on s'est un peu rendu compte de ça rapidement. Quand on a découvert le brevet, on a décidé que c'était trop gros pour qu'on laisse ça comme ça et qu'on le laisse juste sur une prise. En plus, c'était relativement accessible pour nous en termes techniques. Donc, on a fait un hackathon avec Makery et on a décidé de créer du coup ce boîtier avec les technologies modernes. On a pris un PCB qui est la petite carte verte qui apparaît dans la boîte désassemblée du logo. Et on a rajouté quelques petites choses dessus, en plus de ce qu'il y avait avant. Donc il y a le même circuit électronique, mais il y a un Arduino en plus. L'Arduino, c'est un micro-ordinateur, une puce d'ordinateur en fait, qui va permettre d'enregistrer toutes les données qui se font sur le boîtier quand la pile recharge, quand le boîtier recharge les piles, et les envoyer sur une interface ordinateur. Donc l'idée, c'est du coup avec ce projet, d'abord prouver qu'on peut les recharger en sortant des courbes, comme vous voyez juste en bas à droite, des courbes de charge et de décharge, de décharge et de charge, pour montrer qu'on peut recharger les piles. Et également, en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait être une super idée pour scanner un peu le marché de la pile et faire un benchmark, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire vérifier le rapport qualité-prix de chacune d'entre elles. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, au début, on prenait des piles anciennes et on essayait de les recharger pour voir si ça marchait. Et puis, au fur et à mesure, on s'est mis à prendre des piles neuves et à vérifier à la première décharge le nombre de milliampères heure qu'elle apportait. C'est-à-dire, en termes plus simples, un petit peu la puissance qu'il y avait dans chaque pile. Et grâce à ça, on peut dire, bah voilà, à telle résistance, puisqu'on décharge les piles grâce à une résistance qui est intégrée au circuit, à telle résistance, on va être pour la AA31 ici, à 1852 mAh à la première décharge. On va la recharger, on va réussir à en avoir de nouveau 1440, puis 1114, puis 784 seulement. Et en fait, pourquoi? Parce que nous, on ne recharge pas les piles comme des piles rechargeables en remettant du 220 volts dedans d'un coup. On va les recharger par micropulsion, c'est-à-dire qu'on va envoyer des petites impulsions électriques dans la pile qui vont progressivement défaire les éléments chimiques qui créent l'énergie quand ils se mélangent à l'origine de la pile pour reséparer les composants et réavoir un petit peu d'énergie. Ce qui fait qu'au final, là, avec ces 1, 2, 3, 4, 5 recharges, on a presque 5 fois, un peu moins, 4, 5 fois la vie de la pile. Et du coup, on peut partir du principe qu'on peut charger nos piles entre 3 4 fois leur vie et simplement du coup réduire notre marché de 3 à 4 fois, simplement si on réfléchit comme ça. Donc déjà un bon gain d'énergie et un bon gain un peu sur tous les plans parce que même si en effet il faut dépenser de l'énergie pour recharger les piles, on sait que pour construire une pile, il faut que l'usine qui la construit dépense à peu près 10 fois l'énergie de cette pile 10 fois l'énergie qu'elle pourra jamais produire pour créer une seule pile. Donc, même si nous, on dépense un peu d'énergie pour les recharges sont assez longues, elles durent 6 heures, une nuit en moyenne. Et en fait, on sera toujours de toute façon rentable à ce niveau-là, parce que vraiment, c'est plus avantageux de recharger que de recréer une nouvelle pile à partir de ça. Sachant que leur recyclage n'est pas très propre non plus. On ne récupère pas des piles à la fin de l'usine de recyclage de piles. On récupère des matières, des terres rares et des minerais rares, mais qui sont
un petit peu abîmées et qui peuvent être utilisées seulement dans certaines applications industrielles et pas être réutilisées en tant que telles comme du minerai classique. Donc, de ce projet-là, on a d'abord sorti du coup en premier, en haut à gauche, la Regenbox qui s'achète en kit et qui s'achète assez cher parce que l'idée c'est de faire continuer à projeter le projet et qu'on ne voulait pas la diffuser à toute la population comme ça directement. On voulait d'abord à l'origine tester si ça marchait vraiment et aussi créer de la data sur les piles. Et donc ce produit-là, il est destiné plutôt à des gens qui seraient intéressés par la démarche, qui voudraient soutenir le projet et également devenir bêta-testeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à faire les tests. Il y a plein d'autres gens, il y a déjà plus de 300 personnes qui ont reçu une Regenbox et qui produisent des tests sur les piles et qui nous les envoient. Comme ça, on n'est pas les seuls à avoir produit ces tests et ça nous permet d'acquérir à la fois une légitimité et de continuer dans notre optique de collaborativité et d'avoir du coup un laboratoire décentralisé qui étudie les piles avec nous. On a aussi créé des outils à- comme celui à droite qui est la mallette Regenbox. Alors cette mallette-là, on l'utilise pour aller dans les classes, dans les écoles, dans les manifestations associatives ou dans les événements qu'on organise nous. Ça permet de sortir un peu le projet du labo et puis de l'amener devant les gens. Et en fait, ça s'appuie sur une autre chose qu'on s'est rendu compte en testant les piles anciennes pour le coup, c'est que avant de les recharger, on essaye de les mettre toutes en voltage par voltage parce qu'elles ne sont pas toutes déchargées à la même puissance en règle générale. Et on sait que d'après le brevet de Karl Kordesh, si elles sont en dessous de 0,9 volts, il reste que 0,9 volts d'énergie dans la pile, et ben on ne peut plus la recharger, il faut vraiment l'acheter. Et donc on s'était dit, on va d'abord les trier avec un voltmètre, qui est du coup l'objet où il y a écrit 3 zéros dessus sur la gauche de la mallette. Et on va vérifier l'intensité de chaque pile et les trier, celles qu'il faut recycler, celles qu'il faut régénérer. Et en fait, on s'est rendu compte que 1 sur 5 était encore entre 1,3 volts et 1,5 volts. Quand elles arrivent dans vos mains après que vous les ayez achetées, elles sont à 1,5 volts. Qu'est-ce que ça veut dire de ça? C'est-à-dire que comme il n'y a rien pour expliquer comment fonctionnent les piles, et que personne, forcément, n'a le voltmètre chez soi, eh ben, les gens se retrouvent avec un boîtier, une télécommande avec 3 piles dedans. La télécommande ne marche plus parce que une ou deux des piles sont trop utilisées. Et en fait, au final, on jette les trois parce que on ne sait pas laquelle est mauvaise, on ne sait pas laquelle est pas bonne ou pas. D'où l'idée qui est arrivée directement en dessous de la manette de cet objet en bois là que vous voyez juste en dessous de la manette, qui est un robot trieur de piles. L'idée de ce robot, c'est de pouvoir, avant de jeter les piles, d'installer ce genre de robot-là au-dessus des bornes de triage, qui va tester chaque pile et puis vous la rendre si elle est encore bonne, l'envoyer vers le recyclage ou l'envoyer vers la régénération. On a appelé ça régénération du coup, pour la distinguer de la rechargeable, de la pile rechargeable. Et donc voilà, ça c'est un petit peu tous les projets. Et puis en même temps, nous, ça nous permet d'aller voir les jeunes dans les centres sociaux et de leur dire, bah, regardez là, si vous faites un peu de tri, même au niveau des bacs du supermarché, vous allez d'une part récupérer des piles pour vous, et puis en plus éviter que ce truc-là parte au recyclage alors qu'il ne devrait pas encore, et surtout bah, vous informez vous et informez les autres sur ce genre de choses. Donc nous, on construit les mallettes Regenbox avec des écoles et des centres, et on les laisse sur place après. Maintenant, on s'est mis à faire ça cette année. Du coup, l'idée, c'est on pose simplement ça là. Alors, je vois une question qui était, est-ce qu'on peut interdire les piles à usage unique? Excellente question, mais malheureusement, en fait, peut-être qu'en France, ça aurait éventuellement un intérêt, mais en fait, pas forcément. Parce que les piles rechargeables ont aussi des problèmes. La pile rechargeable, elle se décharge au fur et à mesure, comme une batterie de voiture. Donc, si vous la laissez dans un tiroir pendant 2 ans sans l'utiliser, eh ben, elle va tomber. Si vous faites l'inverse, si vous utilisez une pile alcaline, vous la garderez plus longtemps. Datapile, c'est le projet de. Oui, j'ai vu. Du coup, Datapile, c'est le projet
qu'on va essayer de sortir cette année ou l'année prochaine, qui sera celui d'une application comme Yuka, mais pour tester toutes les piles du marché et qui s'appuiera sur les données que nous, on a faites depuis 4 ans sur ces recherches de piles. Donc, quand vous arriverez dans un supermarché, vous pourrez flasher votre pile et ça vous dira son rapport qualité-prix et son rang dans le classement. Voilà. Ensuite, Act for Energy Poverty. On va vraiment essayer d'aller plus vite. À votre avis, qu'est-ce que c'est que du coup ce POUF? Alors, soit c'est pour isoler du sol froid quand on s'assoit dessus. Deuxième réponse, ça permet de faire continuer à chauffer les aliments sans utiliser d'énergie. Ou troisième réponse, c'est juste une bouillotte de forme bizarre. Moi, je tendrais à dire que ça permet de continuer à faire chauffer des aliments sans utiliser d'énergie. Quelqu'un parle de cocotte norvégienne, chauffer les aliments, réponse 2. Donc tout le monde Ouais, part vous sur avez cette tous bien option. suivi ça, exactement. C'est une marmite norvégienne faite en tissu. Ça fait partie des choses qu'on propose notamment aux étudiants qui viennent faire nos ateliers Act for Energy. De la même manière que ce kotatsu que vous avez en dessous, qui est qui est un moyen de concentrer l'énergie dans un lieu fixe, qui est un concept de table chauffante en fait qu'on a hérité des Japonais et qui est toujours utilisé là-bas aujourd'hui à fond. Nous, on vous propose de diffuser ça parce que quand vous avez un logement qui est une passoire énergétique, ça ne sert à rien d'essayer de chauffer tout un espace, autant concentrer la chaleur à un point fixe quand vous en avez, et là où vous en avez besoin, quoi. Mm. De la même manière, à côté, on a développé du coup des systèmes de double vitrage à papier bulle, des systèmes de capote à chauffe-eau pour isoler de nouveau le chauffe-eau et ainsi de suite, que des solutions que vous pouvez retrouver du coup sur le site Atelier 21 Act for Energy euh, par la suite et du coup qu'on continue de relancer avec plein d'étudiants. Là, on multiplie cette année un petit peu les ateliers, notamment parce que bah, aussi c'est de plus en plus d'actualité et que la précarité énergétique, c'est un sujet qui touche principalement les étudiants et encore plus en temps de confinement parce que et forcément, on utilise plus son énergie chez soi quand on y reste toute la journée que quand on part, quand on y revient juste le matin et le soir. Et puis voilà, du coup, on va passer à Station E, qui est un petit peu le projet un peu lancé il y a 2 ans, en 2018, parce qu'on avait réussi à avoir une friche à Montreuil. Et notre projet à l'origine, c'était de créer un conteneur autonome en énergie. Et j'ai de la chance et le plaisir de vous dire qu'on y a presque réussi ça. Et que là, désormais, actuellement, on attend avec impatience de pouvoir inviter les gens sur place. Mais le conteneur est quasi prêt. Je vous passe les détails parce qu'on a déménagé plusieurs fois, qu'on a dû se développer un peu à droite à gauche. Et puis finalement, l'année dernière, on a décroché un projet ONU qui nous permettait de terminer, d'avoir les financements pour construire ce projet. Et surtout, c'est ça qui est plus cool encore, on a fait des notices et on va pouvoir envoyer ces notices aux arts et métiers de Conakry en Guinée. Et sur place, les étudiants de l'école des arts et métiers vont reconstruire le conteneur pièce par pièce et ensuite pouvoir le réutiliser à la fois pour de la formation, pour former les gens professionnellement au montage de modules énergétiques, que ce soit panneaux solaires, de batteries éoliennes, etc. Et puis de continuer à faire les tests que nous on fait. Et on a rajouté autour de ce conteneur tout un tas d'éléments, donc à la fois la frise paléo-énergétique, également une mini centrale hydroélectrique avec une petite turbine, un bélier hydraulique, qui est un système qui permet d'utiliser le courant d'une rivière pour faire remonter l'eau sur sur une bonne distance, des systèmes de concentration solaire, des concentrateurs solaires et des fours et des séchoirs solaires. Évidemment, tout un système de data logging Box. Et nous, on a installé du coup 2 éoliennes, une Pigot qu'on a faite nous-mêmes, qui est l'éolienne open source à construire soi-même la plus répandue au monde, et une éolienne blanche classique qu'on a achetée sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? C'était parce qu'on voulait tester les puissances de ces deux outils respectifs. Le premier annonçant une moindre performance que
le second plus moderne. Et pourtant, en fait, dès cet été, depuis qu'on les a installés, on constate que celle en bois, qui est un peu plus grande, tourne beaucoup plus souvent. Et donc peut-être qu'elle apporte moins d'énergie, mais en fait, peut-être, ça, on attend avec impatience d'avoir nos résultats là-dessus, qu'elle serait plus rentable à long terme que la petite blanche, et en plus, elle coûte moins cher. Donc là, sur les photos en vrac, je vous ai mis des ateliers qu'on a fait cet été. Là, on utilise une lampe de Fresnel. Donc, dans la photo du bas à gauche et du haut à droite, c'est cette grande toile en plastique. C'est une lampe de Fresnel un petit peu comme celle qu'on utilise dans les phares pour concentrer la lumière vers l'extérieur. Là, c'est la même chose, mais à l'envers. On utilise le soleil et on réussit à faire fondre du métal. On atteint environ 900 degrés avec un soleil d'été avec cet outil. Du coup, on a pu fondre des décapsuleurs, des alliances pour des amis qui allaient se marier, des trucs comme ça. On s'est bien amusé. Et ça aussi, bah, on espère pouvoir le montrer en live l'été prochain, dès qu'on aura le temps. Ça, c'est en bas à droite, vous avez juste la porte de la station. Ça, c'est un atelier qu'on a fait en septembre. Du coup, on a redécoré un peu notre lieu en profitant de Street Art Rebellion, qui est un mouvement écologique d'art et de street art, avec des affiches qui ont été réalisées par des super street artistes et qui sont disponibles en open source. Et du coup, tout le monde peut aller les prendre sur le net et les imprimer pour les afficher dans la rue. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est des super affiches. En plus, il y a des procédés pour faire de la colle écologique qui dégueulasse pas tout derrière elle, qui sont disponibles en ligne. Et du coup, bah, ça vous permet de faire connaître un peu ces projets-là, de faire réagir les gens aussi grâce à l'art sur les questions sociales. Voilà un petit peu du coup le conteneur autonome avec ses deux éoliennes, la frise paléo-énergétique qui s'ouvre en entier là avec ses panneaux de bois qui peuvent être déplaçables. Et du coup, un concentrateur solaire, un petit, qui est l'espèce de parabole. Là, ça c'est très très fort, ça va très 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 chaud. Et un autre qui là a été fait vraiment maison maison et qui est en bois et qui permet de maintenir à 130 degrés un plat en permanence ou de faire, en fonction de comment on l'oriente, faire sécher des vêtements très rapidement, etc., etc. Voilà pour la station E, très très rapidement. Alors bienvenue à la station E, un tiers-lieu dédié aux énergies renouvelables qu'on va découvrir ce matin. C'est un tiers-lieu qui est axé autour de ce conteneur en fait, qui autour se déploie un jardin qui sera bientôt un jardin partagé, on espère. Et ce conteneur, il a une particularité, c'est qu'en fait, il est alimenté par deux éoliennes et une batterie de panneaux solaires. Il est donc autonome en énergie et grâce à ça, on va pouvoir en fait développer plein de choses, que ce soit des événements autour des énergies renouvelables, des actions de sensibilisation, de formation et également de partage de connaissances puisque toutes les notices qui ont été réalisées pour construire ce conteneur, en fait, elles vont être envoyées à Conakry en Guinée auprès de l'école des arts et métiers. Voilà donc un petit peu l'intérieur du conteneur. Ici, il a été un petit peu retouché pour pouvoir accueillir un lit, des étagères, un évier, un frigo, un poste de travail. Ici, on a les batteries. Et juste au-dessus, tout un système qui va nous permettre de capter les énergies différentes qui sont celles des deux éoliennes et des panneaux solaires. On est protégé du froid par une double porte, mais également par une baie vitrée qu'on peut refermer quand on veut être au chaud et travailler. Sur le site de la station E, on avait l'électricité au départ, mais par contre on nous a donné seulement une arrivée d'eau et pas une sortie d'eau. Et donc on a été obligé de monter notre évier en hauteur, de sorte à ce qu'on n'ait pas installé de pompe pour que ça redescende. Et donc on tire l'eau par ici, et ensuite
très simplement, elle s'écoule dans des bassins successifs qu'on a fait en upcycling, c'est-à-dire en réutilisant des matériaux jetés pour en faire quelque chose de nouveau. En l'occurrence ici des baignoires, qui nous permettent en fait de créer un petit marais dont les plantes vont naturellement filtrer en fait l'eau avec laquelle on l'alimente. Donc là, il a pris les couleurs de l'automne. Et en été, il nous donne de très belles couleurs et des fleurs assez magnifiques, rouges et jaunes. Voilà. L'eau s'écoule donc de bassin en bassin, se faisant filtrer progressivement. Et on arrive à un seau où on récupère l'eau. Et cette eau, on ne peut plus la boire évidemment, mais on peut par contre en fait, arroser les plantes du jardin avec. Et ça nous permet du coup de ne pas devoir se recreuser tout un système pour mettre l'eau ailleurs et en plus réutiliser l'eau de notre vaisselle pour arroser les plantes, donc avoir une double utilisation de cette eau, ce qui est assez pratique. Ici, d'ici l'ouverture, en fait, quand un jour le Covid s'arrêtera, je pense qu'on pourra envisager la création d'un jardin partagé à Montreuil. On a tout l'espace possible pour le faire. Et ensuite, du coup, on pourra certainement refaire quelques événements, du coup, orientés sur les énergies renouvelables avec tout le réseau des associations qui collaborent au projet. Et également présenter nos propres projets, évidemment. C'est vraiment un projet très amusant parce qu'à l'origine, c'était plutôt un tiers-lieu pour parler transition écologique et en même temps continuer à faire la fête, etc. Là, on s'est déplacé sur un nouveau lieu, on est très proche de voisins, donc on ne pourra plus faire de grands événements festifs. Mais on va continuer, je pense, à faire beaucoup de journées associatives, de journées de discussion, de découvertes, etc. Toujours autour de ces sujets-là. Et pour continuer là-dessus, en fait, l'année dernière, quand on cherchait notre nouveau lieu pour la station E, on avait ce lieu à Montreuil, mais on nous a aussi proposé d'aller sur un autre lieu dans le 13e, euh, qui est juste à côté de la BNF, dans un tout nouveau quartier qui est entièrement en construction. En fait, il n'y a quasiment aucun habitant encore dedans. Et donc, en attendant que les habitants viennent, les promoteurs ont accepté que nous, et Plateau Urbain et plein d'autres assos, puissions occuper les raies d'immeubles qui normalement restent inutilisés jusqu'à ce qu'il y ait un supermarché qui veut bien s'installer. Et donc pendant les 7 ans de la construction du quartier, etc., nous, on va être dans les bas d'immeubles, à commencer à créer et à prévisionner un petit peu ce que pourra devenir ce nouveau quartier dans l'avenir. Nous, on a envisagé du coup d'y installer un musée. Donc ça va être un musée qui sera installé dans 2 conteneurs qu'on avait par ailleurs, qui sont installés sous un pont en ce moment et qu'on va construire là pendant l'hiver. On devrait ouvrir ce lieu normalement en mars-avril prochain. Et donc ce sera vraiment orienté sur l'histoire des énergies renouvelables, avec des frises extérieures, des photobombes, des espaces de rencontres sous le pont, qu'on aura construit avec des échafaudages et des structures toujours en upcycling et en recyclage. C'est juste à côté de l'université Paris 7 rue Watt, oui, exactement. C'est au niveau de l'arrêt de tram Avenue de France. Et donc là, nous, on a commencé du coup, comme vous le voyez, à tout construire, rechercher, etc. Reste la réalisation. Euh, pour le coup, on est très confiant parce qu'à la fois, euh, on a été lauréat du coup du budget participatif cette année pour le Rétro Futur Museum. Et également, on est aidé par d'autres moyens. Donc, je pense qu'on va pouvoir lancer des chantiers, que ce soit des chantiers avec nous et des ouvriers, soit des chantiers participatifs en fonction de nos projets différents. Et que du coup, voilà, on espère pouvoir vous ouvrir les portes de ce lieu assez exceptionnel. Où il n'y aura pas que nous, hein, il y aura 2 musées et puis des espaces de coworking, des bars associatifs, enfin, plein de choses, une sorte de nouveau grand voisin, mais plutôt qu'être construit sur un truc qui va être détruit, comme l'étaient les grands voisins, c'est construit sur quelque chose en construction et on espère aussi peut-être à terme pouvoir y rester plus longtemps que prévu peut-être parce que les habitants n'auront pas forcément envie de revoir
pousser un Auchan là où était le Fab Lab, l'espace de coworking associatif. Voilà, ça c'est un gros projet. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse avec cette petite phrase de César Trevelyan: faire de l'art dans la cité pour changer la société. C'est un petit peu ce qu'on fait avec le solar, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec tous nos projets, c'est que on reste jamais juste dans la recherche un peu sèche et ennuyeuse, on essaye toujours de porter un regard un peu différent, singulier, et de continuer à apporter la joie dans ce genre de projet-là. Parce que c'est pas parce qu'on est en crise qu'on ne doit pas continuer à garder le sourire. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Rien. Donc maintenant va venir le temps des questions. Donc combien déjà êtes-vous pour développer autant de projets? Alors, on est une toute petite équipe et en même temps une grosse équipe. Dans la core team, je vais dire, on est actuellement 3 salariés, dont 2 qui sont salariés seulement depuis cette année. Avant, moi, j'étais, par exemple, artiste-auteur et je faisais des factures ou auto-entrepreneur en fonction des fois, quoi. Et là, ça y est, on a commencé à pouvoir réussir à structurer un petit peu plus. À l'origine, on était un peu moins, mais en fait, on a toujours été plus ou moins 3-4 à la direction de l'assaut. Et derrière, après, des stagiaires, des artistes, pardon, des auto-entrepreneurs, des artistes aussi hein, qui nous soutiennent, comme certains grands artistes, hein, Matt Black, fondateur de Cold Cut notamment. Euh, on a également plein d'intermittents du spectacle, de techniciens du spectacle qui ont découvert notre projet via les événements qu'on faisait, qui continuent à nous suivre, à venir nous aider sur des technoparades ou des choses comme ça, et qui continuent d'être présents avec nous et qui nous épaulent sur nos sorties Solar Sound System. On a plein d'écoles et de réseaux d'écoles et d'ingénieurs, de techniques, enfin, et de chercheurs, de professeurs qui continuent de faire travailler leur classe chaque année sur nos projets et qui continuent de nous faire avancer là-dessus et de nous solliciter aussi pour qu'on intervienne en cours. Euh, et puis derrière, voilà, on a quand même environ, je dirais, 25 personnes qui sont bénévoles pour nos événements, qui viennent nous aider, qui viennent donner des coups de main, qui font de la traduction. Donc, voilà. Donc beaucoup de monde et pas beaucoup de monde parce qu'au final, pour faire le gros des trucs, on n'est pas toujours très nombreux comme souvent dans l'associatif, quoi. Mais voilà. Autre question? Oui, une autre question. Quels sont vos besoins? Comment peut-on contribuer, collaborer? Je suis avec le Lotech Lab qui ouvre un lieu à Boulogne aussi. Oui, on a entendu parler du lieu à Boulogne, en effet. Pour nous aider comme ça, euh, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à envoyer des mails. Nous, on a aussi la plateforme Bénévolte sur laquelle on est installé. On a plutôt lancé des demandes d'aide pour la recherche parce qu'on a créé des missions de recherche pour les gens qui étaient vraiment passionnés là-dessus. Et donc, il y a certains sujets qui nous intéressent particulièrement. Et donc, si ça vous intéresse aussi de faire de la recherche, d'aller un peu dans les archives, d'aller creuser ce genre de choses-là à l'échelle de l'école, hein, même dans les archives départementales, nationales, etc., de certains endroits en France, on recherche des trucs précisément. Par exemple, en 1943 et de 43 à 47, comme il y avait des pénuries d'essence, un ingénieur qui s'était enfui de Paris chez son cousin je crois que c'était dans la région de Touraine, enfin, vers Tours, ils avaient développé, enfin, retransformé un vieux camion pour en faire un camion à hydrogène. Donc c'est un des tout premiers, premières preuves de rétrofit hydrogène, c'est-à-dire on ne recrée pas un nouveau camion, mais on en prend un ancien qui marchait à l'essence, et on le transforme en hydrogène. Et donc ça, on aimerait bien en savoir plus. On sait, on a vu des articles, on a vu des choses qui en parlaient, mais aucun plan, aucune image de ce type-là. Donc là-dessus, peut-être que ça existe dans les archives départementales, dans les archives locales. Peut-être qu'il reste encore quelques images en plus à aller creuser. Donc ce genre de choses-là. Et évidemment, bah, euh,
Nous, on fait plein d'ateliers, etc. On essaye aussi de développer nos ateliers, notamment en termes de précarité énergétique, pour que d'autres gens puissent les faire eux-mêmes en autonomie, qu'on ne soit pas obligé de se déplacer à chaque fois. Donc, si tu es Holotech Lab en particulier, je pense que c'est typiquement ce genre de choses-là qui peuvent t'intéresser. Et n'hésite pas, du coup, à aller voir le site, à nous contacter par mail aussi, hein. Mon mail est juste en bas là, de l'image. Et du coup, bah, nous, je pense que ça pourrait nous intéresser de diffuser ça aussi avec vous, que vous puissiez peut-être faire d'autres tutos, si vous avez d'autres idées, d'autres choses à partager. Voilà. Et dans tous les cas, bah, on vous attend aussi dès qu'on peut ouvrir, quoi. Voilà. Une autre question, d'où viennent les baignoires que tu avais Alors, les baignoires, je crois que c'est un plan décharge, tout simplement. Ok. Du coup, pour revenir à ton conteneur autonome, est-ce que quelqu'un a demandé, est-ce que ce sera en open source une fois fini? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend. Alors là, je ne saurais pas y répondre parce que ça dépend plus de l'accord qu'on a avec avec l'ONU et les arts et métiers. Je pense que ça va rester fermé pendant quelques temps, le temps que ça soit fait par les arts et métiers, réalisé, etc. Mais qu'après, on aura le droit de le diffuser comme ça. Sachant que nous, bah, si on réussit vraiment cette mission-là avec une école en Afrique, forcément, on va essayer de le développer ailleurs, de rediffuser le chose, de faire des bébés un peu partout avec ce projet. Voilà. Et du coup, pour revenir à ton conteneur, la lentille de Fresnel que tu as montrée, elle est en format papier, quoi. C'est pas une grosse lentille de phare, quoi. C'est ça? Non, oui, c'est une lentille qui fait, je dirais, 2 mètres par 2 mètres, je pense, donc c'est un carré. Ouais, Et c'est du plastique, d'accord. c'est un certain plastique. Je vais faire un petit placement de produit, mais c'est Solar Brothers qui Hmm. nous les a fournis. C'est des gens qui travaillent sur les fours solaires. C'est une entreprise, une start-up française qui est vers Marseille, si je ne me trompe pas, et qui font des fours solaires super bien, des briquets solaires, des allumes, enfin tout ce qui tourne autour de l'énergie solaire. Et donc ils ont D'ailleurs, ce genre de panel-là. qu'on voit dans la vidéo sur les Pays Basques avec le Solar Sound System. Exactement, ouais. Ouais. Ça, c'est toujours amusant D'ailleurs, d'allumer des choses avec. pour rebondir avec Atelier 21, Solar Brother et d'autres acteurs des pauses durables, hein, ce sont tous des acteurs que j'ai connus quand j'ai voulu mettre en place avec mes collègues le mini-festival Low-Tech en mars dernier, mais qui est arrivé du coup juste une semaine après le confinement. Si tout se passe bien et qu'il n'y a plus du tout de confinement en mars, j'aimerais bien réorganiser ça pour mars de l'année prochaine, donc 2021. Ce serait un festival de 3 jours avec plein de projets comme celui d'Atelier 21, comme ceux de Solar Brother, avec des démonstrations, des ateliers pour enfants et pour adultes, avec dans la thématique du low-tech, du slow-tech. Donc n'hésitez pas à rester au courant avec notre Facebook et notre site internet que j'ai mis dans le chat pour réitérer ça. Et en fait, avec le confinement, on a dû délocaliser les conférences en ligne. Et il y avait eu à peu près 400 personnes, et c'est de là que découlent les pauses durables. Du coup, c'est de mettre en avant les acteurs que j'avais déjà en contact pour le mini-festival Slowtech et faire des pauses durables parce que c'était des personnes qui étaient vraiment force de proposition et très motivées pour présenter tous ces projets-là, ces beaux projets-là qui nous donnent des idées pour être de moins en moins dépendants, on va dire, des énergies fossiles. On retourne aux questions. 4 vélos peut-il alimenter 4 kWh ou bien un caisson de base en plus de 2 têtes? Et une autre Alors, question toujours avec le Solar Sun System. Quel est l'équivalent cycliste soleil? d'accord. Alors, je vais répondre à la première. La première, non. La réponse est non. C'est pas exactement comme ça que ça marche, malheureusement. 4 vélos, ça va plutôt juste nous permettre de durer beaucoup, beaucoup plus longtemps, en fait, et d'être sûr de pouvoir durer très, très longtemps. Par contre, ça va pas vraiment permettre d'augmenter la puissance, parce que là, il s'agit aussi
Ça va dépendre de la puissance plutôt de ce qu'il y a dans tes batteries. Si tu as des petites batteries, et nous on essaye d'avoir des batteries les plus petites possibles, à la fois pour ne pas être trop dépensier inutilement, et puis surtout pour essayer de rester dans la sobriété maximum. Et du coup, si on a des trop petites batteries, un caisson de basse notamment euh, va créer des pics de puissance, notamment certains instruments aussi créent des pics de consommation régulièrement. Et du coup, le problème d'un pic de consommation sur une batterie, c'est que ça peut la drainer d'un coup. Et du coup, ben, on se retrouve à sec et un peu à poil parce qu'on n'a plus de batterie et on ne pourra jamais les réparer dans ce cas-là. Si on fait une surconsommation excessive d'un coup. Cela dit, nous, nos enceintes, elles ont des basses intégrées, elles ont un rendement de son qui est très bon. Et du coup, c'est des enceintes basse consommation très spécifiques qui forcément nous permettent de faire ça. Et quand on veut jouer, pour aller un peu plus loin, avec un groupe de musique, et pas avec un DJ, parce que le DJ, il a des machines qui fonctionnent tout le temps à la même énergie, une guitare basse, pas du tout, et une batterie, un tam-tam encore moins. Et du coup, voilà, on leur demande simplement de se brancher tous leurs instruments au bout d'un petit ampèremètre, un truc qui va calculer l'énergie sur la durée. Et ils vont jouer pendant 1 heure et on va pouvoir faire leur diagnostic énergétique, savoir combien ils dépensent, pour savoir nous combien on doit amener en batterie, en panneau solaire en plus, en vélo en plus, etc. pour être sûr de notre coût et pas faire rater la presta. Voilà. Très La bien. deuxième question, c'était... Ouais, c'était quelle équivalence cycliste soleil? Alors, le soleil est 10 fois plus fort que les cyclistes. Voilà. C'est le soleil, avec les panneaux solaires qu'on a aujourd'hui en plus, qui sont de très bonne qualité. Ça nous permet, bah, voilà, on n'a pas vraiment besoin de pédaler quand on est en plein soleil face au soleil avec le bon angle de 45 degrés sur le panneau, etc. C'est même dangereux. D'ailleurs, on a sur le système des capteurs qui voient si trop d'énergie rentre. Donc, si on a deux excités qui pédalent comme des fous devant et que notre batterie est déjà pleine, il y a un autre risque qui est presque aussi dangereux que la surconsommation, c'est si on apporte trop d'énergie dans la batterie. Alors, on peut la faire déborder et si elle déborde, bah, c'est pareil, on commence à faire des étincelles, à fumer et puis on arrête. Et donc pour ça, c'est un système qui capte ça et qui va déclencher des halogènes très puissants pour décharger la batterie. Donc ça se met à clignoter, ça s'allume. Nous, ça nous permet de dire aux gens qui sont sur les vélos d'arrêter de pédaler. Et puis ça ne permet de pas griller le système. Voilà. Et une dernière question, euh, est-ce qu'on peut recharger les piles classiques avec un chargeur de piles rechargeable? Oui, ça va prendre plus de temps parce que, évidemment, avec D'accord. en fait, la différence entre l'accumulateur et la pile rechargeable est un accumulateur, comme toutes les batteries, que ce soit votre batterie de téléphone portable ou votre batterie. Donc forcément, même si vous ne les utilisez pas, ils vont se décharger. La pile alcaline, c'est deux composants ou plusieurs composants électrochimiques qui sont, à partir du moment où on connecte les deux pods de la pile, euh, ça va commencer à se mélanger et produire de l'énergie. Si on la sort avant 0,9 volts, donc avant qu'elle soit plus des trois quarts vide, eh ben, on peut relancer des micro-impulsions dedans pour la recharger. Ce que fait le chargeur de pile alcaline, de pile rechargeable normale, c'est qu'il balance d'un coup du 220 volts dedans. Si vous faites ça avec une pile alcaline, elle va exploser dans le pire des cas, elle va juste couler dans le meilleur des cas. Et si vous mettez des micro-impulsions dans une pile rechargeable, bah, ça va juste la recharger un peu plus lentement. Et justement, on se demande si ça les rechargerait pas mieux. Donc, on n'a pas encore commencé les tests parce qu'il y a énormément de piles sur le marché à tester. Là, on est à plus de 150 références, je crois. Et on doit les tester 10 fois pour être sûr de nos tests, pour pouvoir éliminer le moins bon et le meilleur des tests, et pour pouvoir être vraiment dans un procédé de recherche fiable. Parce que quand on se met à dire Duracell c'est moins bien que, ou autre chose comme ça,
il faut s'attendre à se prendre quelques procès dans les tests. Donc, pour être le plus serein par rapport à ça, on va vraiment faire des tests très très précis là-dessus. Et également, on fait, en plus de ça, on se jette à corps perdu là dans les piles plates qu'on avait un peu mis de côté. Or, les piles boutons, c'est en train de devenir les piles principalement utilisées sur le marché, notamment parce que maintenant les appareils auditifs qui utilisent ces genres de piles-là sont remboursés par la Sécu. Et du coup, bah, il y a plein de gens qui se sont mis à construire et à sortir des petites boutiques d'appareils auditifs et on ne sait pas s'ils sont fiables et surtout si les piles qui les alimentent sont fiables. Et donc on va essayer de travailler là-dessus pour pouvoir dire, bah voilà, ce serait bien que on rembourse plutôt ces piles-là que celles-ci parce que celle-ci c'est vraiment nul, c'est vraiment cool. Voilà. Et comme ça, on fait de l'écolo et en même temps on sauve la sécurité. C'est une bonne fin, une bonne phrase de fin. Bah, merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci Merci beaucoup à à vous. tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Nous vous Désolé d'avoir été un peu disons... long. Oh non, pas de souci. Nous vous disons à très très bientôt. N'hésitez pas à rester au courant sur nos différents sites respectifs que j'ai mis dans les contacts. Je vous mettrai toutes les informations dans le mail de remerciement qui sera là en début de semaine. Et n'hésitez pas à revenir pour un autre post durable ou à d'autres événements des acteurs du Paris durable et d'Atelier 21. Très bonne fin de week-end à vous. Très bonne fin de week-end à toi, Pierre-Antoine. Merci, toi Et aussi. à très bientôt. Au Au revoir. revoir.